Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons cet épisode le 21 décembre 2021 et c'est le numéro 100000000. Bon, c'est en binaire, vous ferez la traduction. Le premier SMS de l'histoire a été envoyé le 3 décembre 1992 et son NFT a été vendu récemment aux enchères pour 107 000 € par Vodafone. Le contenu plein de poésie et fort à propos au moment où nous enregistrons cet épisode. Merry Christmas. S'il vous fallait une preuve de plus que la vente de NFT recouvre tout et n'importe quoi, vous n'aurez pas à écouter plus longtemps Tech Café. Mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à écouter dans cet épisode. En particulier, il y a Elon Musk qui a été désigné personne de l'année par le magazine The Time. Une distinction remarquable qui ne met pas de côté ce qui peut être reproché au personnage. Il arrive ainsi à égaler cette distinction obtenue en 1999, retournez-vous, par Jeff Bezos. Au final, c'est deux acteurs majeurs de l'avenir de la conquête spatiale, à n'en pas douter et à n'importe quel prix, tenez-vous bien. Un seul vol dans l'espace émet autant de CO2 qu'un milliard de personnes pendant une vie entière. Et ça devrait... Non, c'est pas ça. Non. Pourtant si, c'est quand même ça. 75 tonnes de CO2, 11 minutes dans l'espace. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai, mais c'est pas autant que ça. On va y revenir. On y reviendra tout à l'heure. Bon, ça devrait pas s'arranger, de toute façon. En plus, si le métavers arrive un jour, Intel a commencé à réfléchir aux ressources qu'il faudrait mettre en œuvre. On n'est pas rendu. On va aussi parler un petit peu de l'actu des NFT du moment, mais aussi de jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et pour être sûr de passer un des meilleurs moments qui soit en cette fin d'année, je retrouve celui qui est à l'actu tech. Ce que les noisettes sont au Nutella ou au castor, c'est selon votre écoute de Tech Café. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Exactement, c'est le fondant l'onctueux et l'énergie. J'ai vu que c'était la crise là pour les noisettes, que potentiellement on allait être en rupture de Nutella très prochainement parce qu'il y a plus d'un tiers des noisettes fournies à Ferrero pour le Nutella qui vient de Turquie, et là il y a des gros soucis de crise de noisettes en Turquie, donc on verra. Faites peut-être des provisions de Nutella ou au contraire n'aggravez pas les possibles pénuries qui pourraient arriver. Allez, cette émission dure depuis une dizaine d'années probablement parce qu'elle est soutenue par ses auditeurs. Si vous voulez vous aussi participer, foncez tout de suite sur patreon.com/techcafé. Vous garantissez ainsi la diffusion du podcast durablement et puis vous profitez des épisodes sans la pub. Et si l'émission vous plaît, vous divertit et vous informe, retirez donc la pub avec sa version privée. Je vous le répète, patreon.com/techcafé. Guillaume, on a un avis sur Apple Podcast que je me dois de relayer avant qu'on parle de nos news du moment. C'est de Yadega qui a dit donc sur Apple Podcast: merci pour ce joli cadeau que vous nous faites chaque semaine. J'en profite pour ouvrir une réflexion. On évoque souvent le rapport utilité/consommation d'énergie, notamment sur les crypto-monnaies. Qu'en est-il du jeu vidéo? Alors parmi mes défauts, celui de ne pas être gamer, et c'est une remarque qu'on a eue aussi en commentaire, Guillaume, et qu'on a, on va le dire, assez régulièrement, qui est notamment de comparer l'énergie consommée par les cryptos, notamment par les blockchains qui sont proof of work, on en a déjà largement parlé, avec par exemple des choses comme les réseaux Visa, Mastercard. Alors j'ai répondu dans les commentaires, on avait déjà répondu à plusieurs occasions. Moi je suis toujours dans l'optique de dire il faut comparer des choses par rapport à leur consommation d'énergie et certes utilité, mais ne pas considérer qu'il y a une utilité dans les jeux vidéo, alors que c'est pour moi quelque chose qui a abouti aujourd'hui comme étant quelque chose de culturel et profondément ancré dans nos sociétés comme étant une forme d'art. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, ça n'engage que moi. Oui, c'est une question extrêmement compliquée parce que ça dépend effectivement comment tu mesures, est-ce que ça vaut le coup ou pas, quoi. Voilà, la question de base, c'est est-ce que ça vaut le coup ou pas. C'est ça. Entre le réseau Visa et les crypto-monnaies, on a déjà effectivement beaucoup parlé. Bien entendu, le réseau Visa consomme de l'énergie. Mais évidemment, il sert à énormément plus de monde, énormément plus fréquemment que l'ensemble des crypto-monnaies. Donc voilà, si tu veux le rapport coût-utilité, je pense qu'il est quand même très très clair. Si tu compares Bitcoin et Visa, je crois que y a pas trop de comparaison. Le jeu vidéo, c'est une question qui est beaucoup plus compliquée parce qu'évidemment c'est un loisir, donc comment tu valorises le loisir. Ouais. Moi ça me gêne dépend beaucoup, énormément. On se pose la question quand même, parce que à ce compte-là, tu pourrais te poser de la question de l'impact poser écologique de l'industrie du livre. Enfin, tu vois, alors ça évident. viendrait à l'esprit à Absolument. personne, quoi. Tous les médias, tu peux te poser la médias. question pour absolument tous les médias, parce que le jeu vidéo c'est un médium, Sauf c'est un CNews. médium qui est extrêmement populaire, qui consomme beaucoup d'énergie, c'est vrai, plus ou moins selon sur quoi on joue, parce que si tu joues sur Switch, tu consommes énormément moins d'énergie que sur PlayStation 5, faut quand même le dire. Malgré tout, c'est une considération que vous pouvez ou non prendre en compte, mais enfin ça en est une. Et puis, J'avais si pas tu pensé veux, à celle-là.
le jeu vidéo, oui, tu peux jouer sur mobile, ça consomme encore moins. Enfin, tu vois, c'est encore que sur mobile, ça fait tourner des serveurs. Non, mais c'est vrai, simple, ouais. c'est très compliqué. Si tu utilises un jeu free-to-play sur mobile, fait tourner des serveurs. Enfin, bon, c'est une question compliquée. Et puis surtout, c'est une question qui revient aussi à savoir comment on valorise ce loisir par rapport à un autre et pourquoi plus qu'un autre. Bon, on coupe des arbres pour imprimer des livres. Est-ce que c'est pas scandaleux? On pourrait laisser tous ces arbres tranquilles. C'est ça. C'est compliqué, c'est compliqué, mais c'est évident, hein, attention, c'est vrai que le jeu vidéo consomme de l'énergie, beaucoup, et puis ça consomme aussi beaucoup de ressources pour fabriquer les machines, hein, qu'on aime tous, enfin, en tout cas que moi j'aime bien, et oui, on peut se poser la question de savoir à quel point c'est pertinent. Dans le doute, jouez sur Switch, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ce qui me gêne vraiment dans la réflexion, encore une fois, c'est de comparer, en fait, c'est un petit peu comme les personnes qui vont souligner mon analogie a ses limites, et puis je l'ai déjà faite en commentaire, alors je vais pas m'étaler dessus, mais quand on parle de l'homéopathie, tu vois, qui a des risques avérés, alors oui, c'est vrai que les petites granules de sucre, elles font pas mal, mais le fait de consommer de l'homéopathie, ça a été très bien documenté, quand je dis consommer, d'avoir une démarche de soin avec de l'homéopathie, ça a été très bien documenté d'un plein d'études, il y a des impacts extrêmement dangereux pour la santé, il y a un certain nombre de morts qui sont recensées chaque année, parce que des personnes se sont tournées vers l'homéopathie, et à la place, on substitue de la médecine traditionnelle. Et encore une fois, pour moi, c'est gênant de comparer quelque chose qui a une même consommation ou un même risque ou un risque comparable, alors que les effets sont nuls, les avantages sont nuls. Et pour les crypto-monnaies, je dis pas qu'il y aura pas, encore une fois, des usages, des avantages, mais pour aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué de les comparer. Bref. On va plutôt passer à l'actu chaude de cet épisode de fin d'année, à commencer par un petit follow-up en fait de l'épisode précédent. On a la faille Log4Shell qui concerne, comme vous l'avez entendu dans le dernier épisode hebdomadaire, la bibliothèque Log4j, et malheureusement, ça continue, on n'en est pas à une correction, et voire même les problèmes se succèdent, Guillaume. Ben oui, on a parlé la semaine dernière de Log4Shell, non seulement ça s'est pas arrêté, mais ça a empiré avec non pas une, mais 3 failles, puisque je disais la dernière fois qu'il y avait une mise à jour urgente à faire en 2.15, donc on va passer le Log4j 2.15, alors que cette semaine, en fait, c'est en 2.17 qu'il faut passer, puisque la 2.15 avait une faiblesse et qui lui permettait, via le même système JNDI, de faire pareil qu'en 2.14, et donc ils ont passé en 2.16, mais la 2.16 permettait les attaques de denial of service via une récursion infinie avec des requêtes, voilà, un petit peu non standard. Bon, donc ils sont passés à la 2.17 et pour l'instant ça va. Mais bon, dans l'intervalle, on a dénombré pas moins de 840 000 attaques. Et puis le boulot est loin d'être terminé puisque d'après Google, évidemment, Log4j c'est un truc assez basique qui est donc intégré dans plein d'autres services, dans plein d'autres librairies. Si tu vas sur Maven, qui est le plus gros dépôt de paquets Java, il y en a pas moins de 35 863 qui contiennent une version vulnérable de Log4j au moment où j'ai regardé, c'est-à-dire presque 8% de tout le dépôt. En gros, c'est l'enfer. C'est loin d'être réglé malheureusement. Il y a Mika, tiens, en commentaire, notre ami Mika qui a participé, qui participe très régulièrement dans les commentaires et qui est présent sur Discord et qui vous avez déjà entendu notamment dans des épisodes de Tech Café Weekend, qui a déposé un commentaire pour dire, souvenez-vous de la faille Heartbleed sur la librairie OpenSSL en 2014. Je crois qu'il y a des vraies analogies là-dessus, Guillaume, parce que OpenSSL aussi est développé en open source par une communauté de développeurs assez réduite, on va dire, et malgré tout, c'est très très communément répandu. Donc j'ai l'impression qu'effectivement son analogie est plutôt pertinente. Hein. Ah mais complètement, oui. D'ailleurs on en avait parlé et puis c'est vrai que ça y ressemble malheureusement beaucoup trop. Oui. Tant pis, on met ça de côté en espérant quand même que la lumière soit faite sur ces implémentations de développement open source comme ça qui sont massivement récupérées à droite et à gauche pour passer à une rubrique grand luxe. Guillaume, j'ai l'impression que tu as voulu mettre des paillettes en cette fin d'année pour nos repas de Noël et de premier de l'an, de réveillon. On sort le champagne, on rajoute des petites paillettes en or et surtout on célèbre, roulement de tambour, l'homme de l'année, vous l'avez entendu en intro, c'est le fantasque patron de Tesla, de SpaceX, c'est Elon Musk, Guillaume. C'est une tradition depuis 1927, le Times se croit obligé tous les ans de désigner un homme de l'année, enfin une personne de l'année, parce que des fois même que c'est une femme, enfin comment dire, c'est tellement rare. Alors ça change, hein, mais bon, je crois qu'il y a eu plus de femmes depuis 2015 que depuis le début, je crois, que depuis 1927, j'ai l'impression. Mais bon, bref, c'est qui le genre de l'année ? Oui, c'est pas toi, c'est pas moi, hein, c'est Elon Musk. Parce que alors c'est pas parce qu'il est censé payer 11 milliards de dollars d'impôts, c'est parce qu'il a vendu un max d'actions,
Et qu'il est aussi l'homme le plus riche du monde, bien sûr, hein, d'une courte tête devant Bezos, donc ouais, lui-même homme de l'année aussi. Hein, non, c'est... Alors, le Time explique ce choix éditorial d'ailleurs lui-même, hein, et donc je cite « Nos vies et nos structures sociales sont désormais transformées par les motivations et les priorités des plus riches. Voilà, peu de gens ont eu plus d'influence sur la vie sur Terre et probablement ailleurs qu'Elon Musk. Oui, et probablement ailleurs. » Donc je sais pas, Elon Musk a une influence majeure sur cette planète et probablement d'autres. Son sex appeal cosmique a fait certainement de lui une véritable star du système solaire, peut-être même de ce cadran de la Voie lactée, je ne sais pas. Je sais pas si ça picole sec chez le Time, je sais pas. Mais bon, plus sérieusement, il cite Tesla et SpaceX. C'est vrai que c'est chelou quand même. Ça manque de sérieux tout ça, mais bon. Lequel a été choisi pour la mission lunaire Artemis, évidemment, donc bon, forcément, c'est... Puis il mentionne que son ascension, à Elon, hein, note de moi-même, son ascension donc coïncide avec des phénomènes plus larges et complexes dont il représente à la fois la cause et les effets. Donc par là, ils entendent en fait la perte de vitesse des États. Donc je cite, hein, il y a quelque temps encore, la conquête spatiale émanait du collectif pour souder la nation. Désormais, elles sont de plus en plus le fait d'entreprises privées. Et le Time conclut par, qu'on le veuille ou non, nous vivons désormais dans le monde d'Elon Musk. Voilà. Donc un monde où l'individualisme est roi, où les plus riches modèlent la société, où les États perdent leur pouvoir face à la suprématie des méga-corporations. Donc en gros, le Time confirme ce qu'on sentait déjà un petit peu tous, je crois. Hein. C'est-à-dire qu'on vit dans un roman de science-fiction des années 80, quoi. Tu vois, on a tout là. On a méga-corpo, cyberguerre, on a même une pandémie avec des nouveaux virus. Alors ça te fait quoi de vivre dans un roman de SF ? Alors moi je suis ravi parce que j'aimais beaucoup Cyberpunk quand j'étais petit, j'aimais bien l'univers de Shadowrun et en fait maintenant qu'on y vit je sais pas si je suis si enthousiaste que ça effectivement, mais bon. Pour faire un contrepoint un petit peu avec sa couverture de magazine quand même en ce moment, il y a pas mal de scandales, il y a pas mal de témoignages qui semblent confirmer qu'Elon Musk est quand même beaucoup plus sympa en photo qu'en vrai. D'abord, il y a au moins 7 femmes qui portent plainte contre Tesla pour discrimination et harcèlement sexuel. Alors non seulement pour des occurrences répétées de comportements, de paroles déplacées, d'attouchements non désirés, et aussi, peut-être et surtout parce que ils veulent se plaindre d'un problème systémique chez Tesla, c'est-à-dire que les ressources humaines ne bougent pas, quoi. En fait, d'ailleurs, la désinvolture avec laquelle ces questions sont traitées remonte jusqu'à Musk lui-même, qui tweet occasionnellement des blagues lourdingues, où il est question d'acronymes comme sexy, avec un 3 à la place du E, ou TITS qui aurait voulu dire Texas Institute of Technology and Science. Voyons. Un établissement qu'Elon aurait voulu, évidemment, en plaisantant, fonder au Texas, l'université TITS. Ou voilà, donc des blagues à base de 69 ou de 420 qui est une allusion au cannabis, je savais pas. Ah, je savais pas, c'est quoi le rapport entre 420 et le cannabis ? Parce que la meilleure heure pour fumer un joint, apparemment, c'est 4h10, 4h20. D'accord, je me mets un rappel. Mais je testerai. Je suis pas un spécialiste du truc. Bon, en tout cas, je dis pas que Musk le fait méchamment exprès après, hein, je veux dire, d'avoir... Mais clairement, il prend pas ça au sérieux, quoi, là. Et que, les femmes qui se fassent emmerder... encore plus, disons, le problème c'est que, si tu veux, les femmes se font emmerder, puis en plus, elles le sont encore plus après avoir été en quelque sorte légitimées par Elon dans leur comportement, puisque lui aussi, il tweet comme lourd, quoi. Donc il a l'air de complètement s'en foutre, en fait. Bon, un truc dont il se fout pas, par contre, c'est la productivité, hein. Donc chez Tesla comme chez SpaceX, le moins qu'on puisse dire, c'est que le témoignage d'Ashley Cossack ne donne pas envie d'y travailler, ça refroidit un peu l'enthousiasme, puisqu'Ashley, elle travaillait à Cap Canaveral, quand même, hein. Et donc elle évaluait les risques pour les missions spatiales, c'était son métier de rêve. Et elle aussi, elle a eu affaire à du harcèlement, hein, et elle non plus, elle n'a absolument rien obtenu de sa hiérarchie ou des ressources humaines d'ailleurs. Et encore au-delà, Ashley avait remarqué que SpaceX était pas super à fond éco-responsable, hein, donc elle a proposé des solutions pour essayer de faire mieux, peut-être d'être plus sobre en carbone, tout ça, plus inclusif aussi, et Elon lui-même lui a dit qu'il en avait rien à battre, hein, en substance. Alors Elon, par contre, tu sais qu'il n'hésite pas à faire du chantage affectif à ses ingénieurs, hein, pour qu'ils viennent pendant les week-ends, les vacances, etc. Sinon, c'est la faillite. Et donc voilà, apparemment Elon met un objectif, après il le déplace 20 mètres plus loin, puis quand il se rapproche, il le déplace encore un peu plus loin. Donc SpaceX se développe incroyablement vite, hein. C'est vrai qu'il a des succès techniques impressionnants, mais c'est pas gratuit, quoi. On a l'impression que SpaceX est une boîte de jeux vidéo en crunch perpétuel. Et Ashley elle-même a fini en burn-out. Donc c'est un témoignage qui relativise un petit peu cet effet homme de l'année quand même. Ça et le fait qu'il compte accepter le Dogecoin de la boutique Tesla, j'en peux plus, quoi. C'est souvent qu'on a aussi le type de retour qui sont ça peut être des cas isolés, on peut pas tirer des conclusions, etc. Je pense que quand on a une telle situation dans nos sociétés vis-à-vis des femmes et qu'on a de telles voix qui s'élèvent, je pense qu'au contraire on devrait se dire que c'est probablement la face qui est émergée de l'iceberg. Le truc c'est que c'est jamais c'est très rarement
rarement des cas vraiment isolés avec une seule personne, tu vois. Souvent, c'est plusieurs, c'est une demi-douzaine, c'est une dizaine, et bon, on sait très bien que, on va dire, s'il y en a 12 qui parlent, il y en a bien plus qui parlent pas, quoi. Et on est très conscient aussi, probablement, que c'est des mouvements de société au global et qui sont particulièrement accentués chez Tesla. Mais justement, parce qu'Elon Musk, comme tu le dis, il est aussi très propice, lui, à communiquer avec des choses un peu douteuses. Et je pense que de nos jours, ça devient compliqué pour un responsable d'une telle visibilité et d'une telle influence que de pas être irréprochable, en fait, au moins sur ces aspects-là. Mais bon, excuse-moi, je te coupe. Non, non, mais tu as raison. Mais non, je voulais juste pour ajouter au fait aussi cette histoire que il y en a beaucoup qui parlent pas. Il y en a aussi beaucoup qui parlent pas, tout simplement parce que il arrive fréquemment que dans des cas litigieux, on donne une grosse somme, enfin les ressources humaines négocient une certaine somme contre un non-disclosure agreement, c'est-à-dire contre le secret en fait, contre le silence. Et donc du coup, voilà, tu ne parles pas, tu parles avec une prime, mais tu parles pas, quoi. Ça se fait aussi, donc faut pas oublier que ça se fait aussi. Il y en a aussi, j'imagine, qui n'ont pas forcément envie d'être portés en lumière, même au sein de l'entreprise, sans aller plus loin, mais au sein de l'entreprise en étant catalogué parce qu'après, comme étant victime. dans le secteur, c'est plus compliqué, tu vois. Ça m'étonne. En recrutement sur un CV, ça peut pénaliser. Bon, écoute. Alors, justement, tu évoquais Jeff Bezos. Lui, ça fait finalement déjà plus de 20 ans qu'il avait été nommé comme étant homme de l'année par le Times. Et il est à l'affût, Jeff, il a pas lâché l'affaire. Ouais, il est pas loin derrière Musk, donc lui il a déjà été homme de l'année, donc je pense qu'il est pas jaloux du coup. En plus, il a aussi sa collection de casseroles et de procès. Donc par exemple, mentionnons que l'Italie a condamné Amazon à 1 milliard d'amendes quand même, parce qu'il favorise les vendeurs qui utilisent le réseau de livraison d'Amazon. Il est aussi sous le feu des critiques pour avoir censuré les commentaires sur le livre de Xi Jinping en Chine, sur demande du gouvernement. Donc pas de jaloux, Voilà, si SpaceX est le travail toxique, ne vous inquiétez pas, Blue Origin aussi, puisque toujours sur l'INS, on a cette fois le témoignage d'Alexandra Abrams et de 20 autres employés, ou ex-employés de la boîte. Et donc, pour résumer, sexisme pareil, OSEF pareil, de la hiérarchie, OSEF aussi l'environnement, d'ailleurs, Blue Origin n'a aucun plan particulier pour contrôler sa production de carbone. Puis en même temps, on s'en fout, puisque justement, on va aller dans l'espace. Donc, normal. Et Bezos semble être aussi assez peu concerné par l'impact environnemental de ces usines de Kent, autant que Musk d'ailleurs par la transformation de Boca Chica. Et comme Musk, Bezos pousse ses employés dans ses derniers retranchements. On note quand même des expressions comme ils doivent se considérer privilégiés de construire l'histoire. Il faut en tirer plus, ou le burn-out fait partie de la stratégie d'entreprise. Et dans le même temps, il faut faire attention à l'argent de Jeff, pas demander plus, et s'estimer content. Parce qu'en fin de compte, on fait des progrès pour Jeff. On n'arrête pas de vérifier à quelle date Elon et Branson vont voler. Et oui, on fait l'histoire, peut-être, mais surtout, on se mesure le kiki de milliardaire aussi, donc c'est du sérieux. Donc il faut aller vite, il faut doubler, même à l'entrée d'un virage, le cas échéant, et la sécurité de Blue Origin n'est pas optimale. Il y a des témoignages quand même pas mal, il y a celui d'un ingénieur d'ailleurs, qui aurait carrément dit que Blue Origin avait eu de la chance qu'il n'arrive rien jusqu'ici. Donc perso, ça me refroidirait un tantinet si j'étais un des futurs touristes spatiaux richissimes auxquels Jeff va proposer des sièges. Sachant qu'en plus, il n'existe pas vraiment de régulation du tourisme spatial, parce que c'est eux finalement, c'est les premiers arrivés, c'est Jeff, Elon et Richard qui les font, Richard Branson, qui les font, donc ces règles. Donc ouais, ils ont peut-être raison le Times finalement, on vit dans le monde de Jeff, Elon et Richard. Et quelques autres. Super. Et sur cette représentation du respect de la planète, enfin de la consommation énergique, de ce que ça peut représenter. Moi, je me rappelle, il faudrait qu'on retrouve, mais il y avait des présentations à l'époque d'Elon Musk où il présentait, je sais pas si tu te rappelles, des Powerwall. Je dis peut-être des bêtises, mais tu sais, il ambitionnait de stocker de l'énergie qui était générée notamment avec des capteurs solaires. Et je me rappelle, à l'époque, mais il y a ça de nombreuses années, quand j'avais vu ce type de vidéo, il était vraiment positionné comme étant quelqu'un qui voulait faire du bien à la planète, justement. Et je pense qu'encore aujourd'hui, il y en a beaucoup. Bon, dans le cas de Jeff Bezos, je suis pas certain qu'il y ait grand monde qui se pose la question. Mais dans le cas d'Elon Musk, je suis à peu près persuadé que beaucoup de personnes, spontanément, tu leur demandes dans la rue quelle vision ils ont vis-à-vis du réchauffement climatique, vis-à-vis des impacts en matière de pollution sur la planète, de ce que fait une personne comme Elon Musk.
Ben, je pense que beaucoup seraient convaincus du fait qu'ils mènent des actions très vertes, quoi. Tu vois, l'emblématique voiture électrique qui fait que c'est moins polluant que l'essence. Bon, c'est évidemment pas si simple. Et justement, on en arrive alors tu vas m'éclairer sur cette confusion que j'ai pu mal interpréter sur ce rapport de génération de CO2 avec l'exploration spatiale versus un pool d'habitants humains type. Guillaume, éclaire-nous. Moi, j'ai retenu quand même, d'après les notes que tu nous as données et qui sont accessibles dans les notes de l'émission à travers les articles, qu'il y avait 75 tonnes de CO2 qui étaient générées en 11 minutes dans l'espace, ce qui me paraît déjà en soi monstrueux. Dis-nous tout. Oui, mais c'est ça. Le tourisme spatial, c'est encore un truc qui est bon pour la planète. Donc, un vol de tourisme spatial de 11 minutes, c'est 75 tonnes de carbone par passager. Jusque-là, c'est bon. Donc, alors, en fait, c'est pas tant que ça en soi, si tu considères le secteur, parce qu'il y a pratiquement personne qui va le faire, et même à moyen terme, ça restera anecdotique. Parce qu'il y a personne qui va, voilà. Par contre, symboliquement, là, c'est vraiment une autre histoire. Parce que, par exemple, au Bangladesh, une personne émet moins d'une demi-tonne de carbone par an. Donc, 75 tonnes, c'est 2 vies d'émissions de CO2 de Bangladesh. Et au Soudan, c'est 3 vies d'émissions de CO2. C'est aussi plus de 4 vies d'émissions d'un Portoricain, c'est 10 vies d'émissions d'un Éthiopien, d'un Malien, d'un Nigérian. Donc, il y a le milliardaire qui vient de... Il y a Yusaku Maezawa, là, il est resté 12 jours dans l'ISS, il vient de revenir. Donc lui, il a pas juste fait 11 minutes de trajet, donc je sais pas à combien de vies d'un quartier de Bamako ça équivaut. Mais bon, voilà, c'est peut-être ça le vrai luxe, tu vois, finalement. Et non, en fait, c'est juste que la manière dont tu l'as formulé, dans l'introduction, ça laissait penser que 11 minutes, ça émettait plus de CO2 que 11 milliards de gens. C'est pas le cas. C'est 11 milliards de gens par gens. C'est, 1 milliard d'ailleurs, pas 11 milliards. Oui, 1 milliard, pardon. Oui. Il y a 1 milliard de gens qui, au cours de leur vie, chacun consomme moins de 75 tonnes qui correspondent à 11 minutes de vol spatial. Tu vois, en fait, je sais pas exactement. Je l'avais mal formulé. Le truc, c'est que la formulation, si tu veux, pouvait laisser penser ça. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je t'ai repris. Mais en fait, ça veut pas. Je veux dire, ça dépend comment on le comprend, quoi. Mais l'ordre de grandeur que ça représente, moi, m'a complètement estomaqué. Je me rappelle à l'époque avoir aussi pris connaissance de la quantité de CO2 qui était générée par un simple trajet en avion, ce qui est monstrueux. Enfin, je veux dire, tu peux circuler en voiture toute l'année et ça ne dépassera que très rarement le fait d'avoir fait un trajet en avion un peu type dans l'année. Donc, parfois, ça me faisait mettre en perspective aussi les personnes, tu sais, qui sont très respectueuses de l'environnement dans leur démarche, dans leur intention, et qui malgré tout vont instagrammer leur beau voyage à l'autre bout de la planète 5 fois par an. C'est bon. Et je suis pas contre le tourisme, bien entendu, c'est très sympa le tourisme. C'est bien, ça pose des repères. Et puis par-dessus cette situation qu'on aime bien dépeindre à chaque fois dans Ta Café, vous l'avez compris maintenant, on a les orientations à venir. Alors est-ce que les choses vont se tasser? Est-ce qu'elles vont s'empirer? En tout cas, il y a eu des premières réflexions qui ont été faites pour se dire si on rajoutait un métavers là-dessus, Guillaume. Oui. Alors, dans un édito sur le blog Intel, Raja Koduri, qui est vice-président de la boîte, en fait, et chef de la division graphique, il fait une estimation au doigt mouillé, à la louche et à l'emporte-pièce, pour arriver à la conclusion qu'il faudrait 1000 fois plus de puissance de calcul que ce qu'on a actuellement pour arriver à un métaverse. Ça doit pas être facile à calculer, mais ce serait pas étonnant non plus, en fait. C'est difficile. C'est vraiment un ordre de grandeur à la louche. Mais effectivement, honnêtement, je pense qu'il faut pas faire attention à ce nombre précis. Ça pourrait très bien être 2000, ça pourrait être 10 000, ça pourrait être 450. En fait, ça dépend complètement de ce que tu cherches à faire, tu vois. À quel point tu vas avoir un environnement réaliste, de quelle taille, avec combien d'avatars simultanément qui font quoi. Bon, voilà. Et puis il faut rajouter aussi les problématiques inévitables de stockage, de bande passante, de réseau, etc. Bon, quantitativement, je pense que ça veut rien dire, en fait. Mais qualitativement, ce que dit Raja, c'est qu'on est déjà loin du compte, en substance. Voilà. Et alors, évidemment, c'est une publication Intel, donc il y a aussi forcément pas mal de pommades Intel qui sont super forts, ils vont continuer à innover super fort pour nous fournir la puissance dont on a besoin. On n'a jamais eu autant besoin des super produits Intel, etc., etc. Mais bon, alors le problème quand même, c'est que 1000 fois c'est beaucoup. 1000 fois c'est en gros 10 doublements, tu vois, donc c'est parce que c'est pas loin de 2 puissance 10. Or, si les processeurs doublaient de puissance tous les 2 ans, selon une des nombreuses interprétations de la loi de Moore qui n'est pas vraiment une loi, ça nous amènerait dans 20 ans. Voilà. Donc, et c'est optimiste, parce que si on prend les derniers process TSMC par exemple, je sais pas, N5 et N5, N7 et N5, donc qui datent de 2018-2020, 2 ans, N5 c'est 15% plus performant que N7 ou 1,8 fois plus dense. Donc en gros, tu peux augmenter de 15% la fréquence d'horloge.
Donc ça veut dire que c'est 1,15 fois plus, c'est tout, mais ça c'est sûr. Ou alors, tu peux mettre 1,8 fois plus de composants, sachant qu'en faisant ça, il faut faire gaffe à la chauffe supplémentaire. Et il faut aussi que ça scale bien sur le travail en parallèle que tu lui donnes, il faut que ce soit bien parallélisable, etc. Donc 1,8 fois, c'est très théorique en fait. Mais alors, si on part sur 1,5 fois, tous les 2 ans, qui est donc un petit peu plus réaliste que 2 fois, c'est 34 ans. Donc c'est quand même lointain. Et ça, Rajan est parfaitement conscient et que c'est pas très sexy de te dire ouais, le métavers c'est pour dans 34 ans. Donc il tape sur autre chose. Donc Intel, il veut d'ici 5 ans multiplier les performances par 10. Alors déjà, c'est très optimiste. Mais il reste encore un facteur 100 à combler, qui le serait selon lui grâce au progrès des algorithmes. Et en particulier des algorithmes de machine learning qui permettent d'ailleurs déjà de reconstruire des images 4K à partir d'images 720p ou 1080 avec une qualité remarquable et qui pourrait bientôt peut-être reconstruire carrément une scène photoréaliste à partir d'une ébauche ou interpoler des images entre quelques scènes clés. D'ailleurs, vous me direz que ça existe déjà, ce dernier truc, vous avez raison, on peut doubler ou quadrupler le framerate sans aucune intelligence artificielle, mais en fait, là je pense à un truc qui va beaucoup plus loin. C'est même carrément un truc que j'aurais pas pensé possible il y a 2 semaines. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle 2 Minutes Papers et qui présente des travaux de recherche, souvent en synthèse d'images ou en intelligence artificielle. Je vous la recommande si vous êtes intéressé par le truc. Et 2 fois sur 3, ça me perfore le fondement, littéralement. Donc, celui que je vous ai mis dans les notes, il fait un truc simple a priori, on va lui donner une dizaine de photos de vacances. Incroyable ce que ça fait. Vous avez pris des photos d'un lieu, je sais pas, par exemple, tu t'es visité un phare connu, donc tu le prends sous quelques angles, tu vois, voilà. Donc c'est des photos lambda, qui se suivent pas particulièrement, pas régulièrement, ça veut dire juste différents angles. Et bien l'algo, qui soit dit en passant, tourne même pas sur un data center, mais sur une grosse carte graphique, cet algo vous interpole la scène sous tous les angles. Voilà, il vous donne une balade dans la scène, en vidéo, fluide, à partir de seulement quelques photos. C'est complètement délirant, et surtout, t'imagines le potentiel, au lieu de calculer 60 ou 90 images par seconde, le GPU il en calcule 3 ou 4, le reste est imaginé par un énorme réseau de neurones. Donc ça veut dire que du coup, la possibilité d'avoir un jeu fluide en VR 8K, ça devient nettement plus atteignable, parce que s'il suffit de calculer 2 images 1080p par seconde, et tu fais interpoler le reste par des circuits spécialisés, c'est quand même plus gérable. Et c'est une extrapolation en fait de ce qui se passe aujourd'hui en DLSS. C'est-à-dire que les shaders produisent des images qui sont upscalées par les Tensor Core. Donc c'est une technique, c'est la technique de Nvidia, mais Intel va faire exactement la même chose avec XeSS. Et donc on pourrait même imaginer que ça aille beaucoup plus loin dans le futur. Donc on n'en est quand même pas encore là. Le papier s'intitule Approximate Differentiable One Pixel Point Rendering, et c'est encore un travail de recherche. Mais ça montre le potentiel du truc, et je suis régulièrement estomaqué par les performances des nouveaux algos. Il y a encore quelques années, et peut-être même quelques mois, j'aurais pas trouvé crédible de penser qu'on pouvait atteindre uniquement avec des algorithmes un gain de 100 fois. Ça m'aurait paru vraiment too much. Mais aujourd'hui, c'est dingue, c'est presque comme si tout était possible. La vidéo qui est dans les notes de l'émission est impressionnante. Alors on voit c'est facile, mais on voit les petits défauts derrière des barres, derrière des branches d'arbres. Il y a encore des petits trucs qui scintillent. Mais franchement, le boulot, il est fait à 80%, quoi. Il y a beaucoup de détails. C'est évidemment dans cette masse de détails qu'il y aura le plus de travail. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. T'as l'impression que c'est magique. Tu te demandes même, effectivement, t'as une phase où tu manques de crédibilité. Tu te dis, mais est-ce que c'est vrai ce qu'on me montre? Et puis bon, oui, très vite avec les petits artefacts, tu te dis, non, c'est que ça a dû énormément progresser. Peut-être que ça nous aidera pour calculer un métavers futur. Au passage, je fais une toute petite parenthèse. Je sais pas si tu l'avais vu Guillaume, mais il y a déjà eu, ça y est, c'est documenté, un cas d'agression sexuelle dans le cadre du métavers. Alors c'est un des premiers trucs, je crois, que tu as soulevé quand on a commencé à parler de métavers il y a de ça quelques mois maintenant, c'est qu'en matière de modération, je me rappelle que tu parlais déjà de la modération de Clubhouse en début d'année, où tu disais déjà sur la partie texte on n'y arrive pas, alors sur la partie audio j'ose pas imaginer comment ça puisse être fait, et puis l'histoire évidemment a montré que c'était absolument pas gérable, mais là avec de la matérialisation d'un environnement en réalité virtuelle en temps réel, c'est évidemment totalement impossible. Et il y a une femme qui a décrit effectivement que sur Horizon Worlds, donc qui est accessible via Oculus Rift 2 maintenant,
Oculus Rift, pardon, elle a été victime d'actes sexuels qui avaient été mimés sur son avatar, et en plus, elle a pas pu activer a priori des solutions qui sont mises en place et qui sont pensées, le safe zone là que propose Horizon Worlds, mais qui est évidemment pas du tout une solution à ce type de problème. Et je suis pas certain qu'on puisse vraiment trouver une solution à ce problème facilement. Donc ça soulève des grandes questions. Quand même, malgré tout, on en revient à nos moyens de calcul de ces images, de ces informations et de ces connexions, parce que tu as peut-être trouvé, j'aime beaucoup l'appellation Guillaume, sache-le, les puces de luxe du moment. C'est peut-être IBM et Samsung qui vont nous proposer des rendus incroyables. Future puce de luxe. Non, parce que là on a parlé d'Intel, mais on peut parler aussi d'IBM et Samsung. Parce que main dans la main, ils avancent pour mettre les transistors debout. Parce que depuis 50 ans, ces feignasses travaillent couchés, figure-toi. Et ouais, un transistor c'est un sandwich de silicium dopé positif, négatif, positif, ou l'inverse le cas échéant, mais bon, l'important c'est que ça alterne. Mais ce sandwich il est à plat, tu vois, t'as le pain, le jambon et le pain, ils sont côte à côte. Et d'ailleurs, par-dessus, on met des électrodes en métal, le collecteur, l'émetteur, de part et d'autre, et la base, ou la porte, au milieu, qui active ou non le passage du courant entre les deux. Voilà, donc entre le collecteur et l'émetteur, ou entre la source et le drain, ça dépend comment tu dis, ce que tu choisis comme formulation, et donc ça s'appelle les transistors planaires. Alors vous me direz, on a déjà essayé de relever un petit peu le niveau, en mettant le jambon à la verticale, avec le FinFET. Donc les tranches de pain sont toujours de part et d'autre, mais au milieu, on a une petite ailette de jambon qui dépasse, et qu'on entoure généreusement avec la porte, parce qu'il y a une plus grande surface de contact, du coup ça donne de meilleures performances. C'est le principe du FinFET. Avec tes histoires. Bah évidemment, c'est appétissant les processeurs. Donc le FinFET, anciennement appelé Trigate aussi par Intel, qui marquait le début des transistors non planaires, transistors que déjà à l'époque on a appelé 3D un peu hâtivement, mais bon. Alors FET c'est Field Effect Transistor, donc transistor en effet de champ, et Fin ça veut dire ailette en anglais, ou aileron, donc c'est des petits transistors à aileron comme ça. Donc IBM et Samsung ils veulent aller plus loin et faire un vrai bon sandwich, comme on les aime, c'est-à-dire avec le pain, le jambon empilé. Alors attention, faut pas oublier le beurre aussi, parce que sinon c'est pas bon. Donc vous empilez vos nanotranches de silicium, mais après il faut les connecter avec des électrodes, ce qui donne dans l'ensemble en fait un nano-édifice en volume qui est quand même relativement complexe pour chaque transistor. Et IBM appelle ça les VTFET, pour Vertical Transport FET, parce que le courant il circule verticalement. En fait le courant il arrive d'une électrode par la gauche, disons par la gauche, il est routé vers la base de la pile, alors la base dans le sens c'est le bas de la pile qui constitue le transistor, et il remonte à travers lui vers le haut jusqu'au collecteur. La porte étant une autre électrode qui vient s'insérer latéralement. Et donc il faut créer des petits assemblages par milliards, et à l'échelle nanométrique. Donc c'est quand même un vrai gros challenge. Mais évidemment, il y a l'avantage évident, c'est que le sandwich, il prend moins de place quand il est empilé que quand il est éparpillé sur ton assiette, quoi. Les VTFET peuvent donc être rangés de manière plus efficace, plus compacte, et en gros, c'est presque 2 fois meilleur que le FinFET à ce niveau-là. Donc le processus est en phase de test. Donc des puces de test ont déjà été produites, mais c'est pas pour tout de suite dans la poche. Donc quand même, dans votre poche en tout cas. Donc c'est un node qui va se situer après les 2 nanomètres. Donc l'année prochaine, TSMC va passer aux 3 nanomètres pour une production en volume en 2023. Et ensuite, il y aura du 2 nanomètres avec vraisemblablement des transistors en nanoruban ou en nanofil. Et IBM d'ailleurs avait fait la démo de un proto de ce type il y a quelques mois. Et Samsung, alors lui par contre, le 3 nanomètres avec nanofil, ce qu'ils appellent les GAA-FET, pour Gate All Around FET, c'est pour 2022 a priori. Donc ensuite, il y aura du 2 nanomètres en 2025. Et ensuite, seulement, quand le filon complet aura été bien exploité, celui des GAA-FET aura été vraiment bien exploité et épuisé, on aura probablement des transistors complètement 3D, complètement en volume comme ça. Les autres constructeurs suivront probablement une voie similaire d'ailleurs. Et on peut espérer du coup avoir des gains de performance et d'économie d'énergie, ou plutôt de performance versus consommation énergétique, évidemment, particulièrement savoureux. Est-ce que ça nous permettra d'atteindre ces objectifs de métavers dont on parlait? Pas sûr, mais en tout cas, on va y aider demain. On va passer tout de suite à une autre rubrique. On continue avec les actus chauds du moment. Commencez, vous le savez, par notre thématique Web3 autour des NFT et des crypto-monnaies du moment. Alors oui, Adidas a recueilli un beau chèque. Je pense, Guillaume, ils doivent être contents là en cette fin d'année quand ils font leur bilan comptable. Quoique, je suis pas certain qu'ils récoltent vraiment de l'argent sonnant et trébuchant, mais enfin bon, qui a récolté plein d'Ethereum avec des ventes du moment. Ils sont bien organisés, Guillaume, là-dessus.
Ouais, Adidas a pondu des NFT, on l'avait évoqué, ça s'est vendu, donc les 30 000 à peu près NFT à 0,2 Ether chaque sont partis. Donc ça fait un équivalent c'est un équivalent de 22 millions de dollars du moment. Hein. Ça fait pas une rentrée sur les comptes en banque d'Adidas de 22 millions de dollars. Et ça dépend s'ils l'ont vendu ou pas. Oui, c'est rien. En tous les cas, ils ont récolté les Ethers, quoi. Et d'ailleurs, de son côté, Peter Molineux, qui a vendu aussi des morceaux de Londres, entre guillemets, en NFT pour 13 000 Ethers, à peu près, soit près quand même de 54 millions de dollars. Tout ça, bien sûr, avec divers niveaux de rareté, puisque certaines parties de Londres sont plus prisées que d'autres. Puis Adidas a aussi mis en vente, avec certaines NFT, en early access, pour ceux qui avaient d'autres tokens VIP, tokens Adidas, G-Monkey, Bored Ape, etc., whatever. Hein. Parce que voilà, le tirage limité à 20 000 exemplaires, c'est pas encore assez, il faut encore augmenter artificiellement la rareté artificielle de ces trucs. Et bon, au moins avec Adidas, il y avait quand même aussi des biens physiques, c'est-à-dire que tu pouvais, mais bon, s'il pouvait acheter un sweat en gros, mais évidemment, acheter un sweat à capuche à logo avec un NFT, c'est nettement plus tendance que juste un sweat à capuche à logo. Alors, ça peut vous paraître beaucoup, hein, tout ça, c'est 22 millions, c'est 54 millions, en réalité, il faut relativiser parce que comme un grand nombre de NFT, les achats se font en Ethereum. Enfin, tous les NFT se font en crypto, mais en gros, là, ça s'est fait en Ethereum, donc, comme beaucoup. Et finalement, donc, ces ventes ne représentent que, groupées, disons, 33 000 Ethers. Et donc, c'est ce qu'elles ont coûté aux acheteurs. Hein. Donc, pas 75 millions de dollars, en fait, 33 000 Ethers. Parce que, peut-être que certains ont acheté leurs Ethers pour l'occasion. Donc oui, peut-être qu'ils ont vraiment payé en dollars, mais la plupart, à mon avis, ont utilisé des Ethers qu'ils possédaient déjà et qu'ils ont eu pour bien moins cher que ça, voire qu'ils ont miné. Et ceux qui ont beaucoup de crypto, comme ils n'ont pas grand-chose à acheter, d'autres cryptos, dès qu'il y a un truc qui se présente, ils sautent dessus. Donc, parce que le monde des cryptos, c'est un tout petit monde. Mais vraiment un tout petit monde. Par exemple, il y a 0,01% des possesseurs des bitcoins qui possèdent 27% de toutes les pièces en circulation. Tout à l'heure, c'est assez incroyable. Pour un truc décentralisé, c'est quand même pas mal. Donc c'est un milieu qui est très endogène en fait. Les crypto-enthousiastes sont les premiers acheteurs de NFT, ça leur permet de diversifier leurs avoirs. D'ailleurs, un article de Bloomberg qui relaie une étude de Chain Analysis montre qu'une petite partie des amateurs de NFT retire une majorité des bénéfices du secteur. En fait, investir fréquemment dans un large spectre de collections, c'est la meilleure manière d'en tirer profit. Et mieux encore, il y a certains habitués du milieu qui bénéficient d'une pratique qui s'appelle le whitelisting, qui leur permet d'avoir accès en avant-première à des NFT durant des phases de minting, ce qui leur permet de les avoir à bien moins cher. Une pratique que perso, je trouve assez proche d'un délit d'initié, et qui d'ailleurs appelle un petit peu ce que fait Adidas avec ses tokens VIP, puisque si vous êtes token VIP, vous avez accès à des trucs exclusifs, donc peut-être vous les avez moins cher, vous pouvez les revendre après. Bon, voilà. Curieusement, pour les NFT, mais aussi pour les cryptos d'ailleurs, plus généralement, ce traitement de faveur, qu'on constate assez régulièrement, semble passer crème. Allez comprendre. Bon, en tous les cas, il semble que la promesse du NFT de permettre aux artistes de mieux être rémunérés, d'exister plus facilement sur le marché, soit pas complètement au rendez-vous, puisque ça a l'air d'être plutôt un outil de diversification et de spéculation pour ceux qui ont déjà des cryptos, voire pire, comme le dit de manière beaucoup moins polie Brian Eno, je vous laisse aller voir ça dans les notes de l'émission. En tout cas, voilà, faut pas voir dans les montants investis qui semblent très élevés une validation complète du public pour les projets initiatives en fait. C'est pas sûr du tout. D'ailleurs, le principe de legacy de Peter Molineux, là, tu sais, c'est le principe... tu achètes tes trucs dans le jeu, puis après tu peux gagner de l'argent réel via des tokens, etc. Bon, ça c'est un truc qui existe toujours déjà, ça s'appelle le pay to play to earn, c'est-à-dire payer pour jouer pour gagner. Gagner, sous-entendu, gagner du pognon. Et l'exemple le plus célèbre là qu'on peut trouver plus facilement, c'est Axie Infinity. C'est une sorte de Pokémon avec des NFT qui sont sur Ethereum. Donc c'est probablement la manière la plus dispendieuse imaginable pour jouer à Pokémon. Et le principe général de ces trucs, c'est que t'achètes des jetons, tu joues avec à divers trucs où tu as diverses chances de gagner d'autres jetons, et ensuite tu peux échanger des jetons à la sortie contre de l'argent. Voilà, donc c'est comme un casino en fait. Et donc en fait, y foutre des NFT partout, c'est transformer les jeux en jeux d'argent, tout simplement. Donc on verra bien si dans l'avenir, même tes moments de jeux vidéo, tes parenthèses de détente seront polluées par le rendement, la rentabilité. Voilà, est-ce que c'est ce dont on a envie ? On s'est pas livré, Guillaume, à ce stade à nos prédictions 2022. Je me suis d'ailleurs un petit peu livré à l'exercice, mais avec les podcasts Relife et Niptech d'ailleurs, on a échangé un petit peu sur 2022. Je déteste ça. Et je sais que tu détestes ça, et tu en as été largement préservé. Mais je m'exprimais, l'épisode est pas encore dispo, il le sera peut-être au moment où vous écoutez Tech Café, là, cet épisode. Mais
au moment où on se livrait à cet exercice, je confiais à quel point j'étais de moins en moins à l'aise pour me prêter à l'exercice, même pour jouer, tu vois, tu peux t'amuser à lancer des choses, mais c'est très compliqué parce que on est dans, et c'était Baptiste de Niptech qui le soulignait, on est dans un environnement où les évolutions technologiques se font sur des aspects fondamentaux. Les évolutions technologiques, elles se font plus sur la consommation grand public, sur les nouveaux smartphones, sur les résolutions d'écran, etc. En tout cas, plus de manière suffisamment perceptible. Et donc, du coup, on en est sur des sujets qui sont de moins en moins compréhensibles du grand public, et bon, on est sur des choses un petit peu difficiles à arbitrer. Mais malgré tout, Guillaume, j'ai envie de te pousser au bord du précipice. Malgré tout, t'inquiète pas, je t'ai attaché par sécurité. Non, mais comment tu vois... Attends janvier au moins. Ah non, j'attendrai pas dans des siècles, enfin, pas en janvier. Mais moi, je trouve que tout cet aspect ressemble à une bulle. En fait, juste si je regarde l'ensemble des dispositifs, certes qu'on relaie dans Tech Café, mais qui, je pense, sont assez emblématiques de tout ce qui se passe dans l'actualité des NFT, je vois pas de justification aujourd'hui pour que ça continue. Qu'est-ce qui va faire que ça va continuer? Personne n'en tire de bénéfice, à part des grosses boîtes. Il y a beaucoup de gens qui en tirent de bénéfices. Alors, justement. C'est ça le problème, c'est que, enfin, à mon avis, c'est ça le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui retirent des bénéfices sur les NFT. On vient de dire, hein, il y a une minorité de gens qui en retirent un gros bénéfice, justement. Une autre qui pense que c'est un investissement d'avenir à tort ou à raison, et c'est vrai pour les NFT comme pour une grande partie des cryptos. Ça veut pas dire que forcément les cryptos et la blockchain ne servent strictement à rien, mais si tu veux, bien sûr. En ce moment, alors, le problème c'est que j'insiste là-dessus. Excuse-moi, je te coupe là-dessus parce qu'à chaque fois on me dit oui, mais tu sais pas, à l'avenir et les usages sont pas encore démontrés. Et c'est vrai que ça peut arriver. Personne ne le nie en fait. Je pense que c'est pas le sujet. Si tu veux, en ce moment, il y a un problème qui s'appelle le Web 3. C'est qu'en gros, en ce moment, il y a deux mots à la mode. Il y a Metaverse et Web 3. Et l'un comme l'autre sont assez creux en vérité. Hein. C'est-à-dire, le Metaverse, on a déjà discuté plein de fois. C'est encore à peine c'est encore l'ébauche d'un concept en fait. La Metaverse, c'est pas encore vraiment, c'est pas, voilà, il y a rien de concret en réalité. Hein. On avance et puis de c'est toute une façon, direction. Je le vois plus comme une direction en fait. Comme Carmack, je dirais moi aussi que ça se décrète pas. Je veux dire, tu décrètes pas tu décrètes pas une révolution technologique. Surtout tu décrètes pas le Metaverse, constaté. tu décrètes pas le Web 3 même. Mais bon, même le Web 3, qu'est-ce que c'est en vrai de toute façon? C'est pas du tout précis. Est-ce que c'est plus crédible techniquement le Web 3? Je veux dire, le web décentralisé, c'est ça, bien le Web 3. Hein, c'est comme ça que. Bon, ben j'ai un scoop. Internet, c'est déjà décentralisé. C'est même un peu le principe. C'est pas parce que tout le monde utilise seulement 4 prestataires de services que ça change quoi que ce soit. Je veux dire que tout le monde soit chez Amazon ou Google, c'est une question de culture. C'est pas une question d'infrastructure. Parce que sinon, le but c'est quoi? C'est de tout passer sur une ou des blockchains. C'est de faire les sites, les services et les applis entièrement sur les blockchains. C'est complètement idiot. Enfin, c'est pas fait pour ça. Une blockchain, ça apporte des caractéristiques spécifiques, mais ça a un coût aussi. La décentralisation, la possibilité d'opérer sans aucune confiance mutuelle, tout ça, ça vient au prix d'une grande inefficacité. Je veux dire, une blockchain, c'est extrêmement redondant. La chaîne est dupliquée et synchronisée sur des milliers de nodes. On n'est pas dans l'optimisation, réseau c'est clair. mondial. Il y avait des algorithmes de chiffrement, de consensus, tout ça par-dessus, c'est pas gratuit. Alors ça peut valoir le coup pour certains usages spécifiques, mais pour faire tourner un service normal ou une application lambda dans son ensemble, c'est juste nul. En termes de puissance de calcul, de capacité de stockage, de problématiques réseau, une blockchain, ça offre des performances dérisoires pour un surcroît de puissance qui est monstrueux. Et c'est normal, c'est pas fait pour ça. Je veux dire, regarde, les caractéristiques qui rendent désirable une blockchain pour certains usages, ben ça la rend aussi complètement inappropriée pour la plupart des autres. Regarde, une blockchain, c'est immutable, tu sais, on peut pas la modifier. Donc en gros, quand t'écris un truc dans un bloc, tu peux pas modifier ce bloc, sinon il faut virer tous les autres blocs. Donc tu peux pas modifier la blockchain une fois que tu l'as écrite. Donc ça veut dire tu peux pas virer les données qui ont été écrites. Mais ça, pas pouvoir virer des données dans une base de données, parce qu'une blockchain c'est une base de données en vrai, hein, c'est une structure de données spécifique, voilà, bon. Donc pas pouvoir virer de données dans une base de données ou sur un système de stockage, mais c'est nul pour la plupart des usages, c'est pas un avantage du tout, sauf dans des cas très spécifiques. Imagine un Facebook en Web 3. Comme on dit. Ce serait quoi? Entièrement blockchain, hein, le Facebook entièrement blockchain. Ce serait l'horreur. Imagine la taille de la chaîne qui serait dupliquée des milliers de fois. L'impossibilité de faire le ménage. Autant pour virer les contenus problématiques ou pour juste gagner de la place. Et puis même logistiquement. Qui va répondre à ta mamie quand elle aura perdu son mot de passe? Qui va modérer ce merdier si c'est totalement décentralisé? Un réseau social, ou même un Leboncoin, ou un Tinder, qui serait complètement blockchain, c'est techniquement absurde. Logistiquement et légalement, ça tient pas 2 secondes.
Alors oui, après on va me dire, ah oui, mais dans le futur, le futur, écoute, on dirait que les cryptomanos, ils vivent toujours dans le futur, mais je veux dire, Bitcoin, ça existe depuis 12 ans. Le futur, il est passé maintenant. Et donc, 12 ans plus tard, on a quoi? On a les Digits, on a Axie Infinity, on a les survêtements Adidas surcotés. On a surtout une exhortation à croire que la blockchain, c'est le futur de tout. Mais non, même sur ethereum.org, il y a un tableau avec les avantages et les inconvénients du modèle client-serveur standard et du modèle centralisé. Je veux dire, même sur ethereum.org, ils sont parfaitement conscients que la blockchain n'est pas adaptée à tout. Donc, du coup, Web3, c'est quoi? C'est juste utiliser une blockchain. Si c'est ça, c'est déjà le cas. Je veux dire, il y a déjà des services qui utilisent des blockchains variées. Et Ethereum en est une parmi tant d'autres, quoi, tu vois. Donc le Web3, il est déjà là, alors? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Tout est flou, tout est flottant. Les gens, je vois énormément marqué de trucs dans les news sur le Web3, le futur de l'Internet. Puis j'ai l'impression que les gens en parlent comme d'un truc quasi religieux, quoi. Je veux dire... Mais techniquement, c'est quoi, techniquement, en vrai? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi les avantages? Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut surtout pas dire du mal du Web3 ou pas être trop critique, de peur de passer pour des vieux cons, tu sais, de passer pour des ludites, de passer pour des gens qui comprennent pas le futur et qui se disent ah ben mais non, mais on est coincé dans le passé. Ouais, je sais pas exactement. Alors, ça veut pas dire que les blockchains sont toutes forcément inutiles. Bien sûr que non. Ça veut pas dire non plus que les crypto-monnaies ou que les utilisations de tokens, c'est forcément débile. Mais je veux dire, de là à... Tu sais, je sais pas, qu'on me définisse vraiment le Web3 en me démontrant vraiment quels sont les avantages et la faisabilité technique de tout ça. J'ai pas l'impression que ce soit fait. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, je vais te dire en plus même, c'est que des personnalités comme Jack Dorsey ou Elon Musk, qui sont pas les derniers à promouvoir les crypto-monnaies, ne savent pas non plus ce que c'est. J'en veux pour preuve la discussion sur Twitter qu'ils ont eue très récemment entre eux sur qu'est-ce que c'est que le Web3. Elon dit le Web3, je sais pas, je l'ai pas vu, qu'est-ce que c'est? Et Jack dit ça doit être entre A et Z, en faisant référence à Andreessen Horowitz, qui est une grosse boîte qui est un gros fonds d'investissement de la Silicon Valley. Donc, et qui effectivement promeut absolument le Web3, tout ça. Donc si même Jack Dorsey, qui quand même qui va loin, je veux dire, il a tweeté il y a pas très longtemps non plus que le Bitcoin allait remplacer le dollar, ce que je crois pas non plus, mais bon, c'est un autre problème. Si même eux, ils sont dubitatifs face à ce qu'on appelle le Web3, si tu veux, moi aussi, quoi. Bah oui, alors bon, on partage ce sentiment tous les deux, je pense. Après, moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est le fait que puissent perdurer les mécaniques d'échange de NFT en ce moment. Ah si, non mais ça, les NFT, ça va. Alors, est-ce que les NFT vont crever? Non, les NFT ne vont pas mourir, les cryptos non plus. Ce qu'on aimerait, si tu veux, c'est qu'ils se révèlent vraiment beaucoup plus utiles que ce qu'ils sont maintenant, pour beaucoup plus de gens que juste les gens qui font des investissements, font du trading, etc., quoi. Parce que ça, ça commence à bien faire, en fait. Mais le principe, il va perdurer, c'est certain. Bon, alors vive 2022, vivement peut-être. Et en attendant, on va aussi prendre du recul, Guillaume, sur toutes les promesses qu'on peut voir passer en matière de technologie, mais pas que, sur ce qui est représenté comme étant carbone neutre. Pourtant, comme ça, là, quand tu prends les mots comme ça, là, Guillaume, ça me donne un aperçu du futur idéal où, voilà, c'est bon, on n'aime plus de carbone, Guillaume. C'est fantastique. Je vais encore ça. beaucoup parler. Je suis désolé, je parle vraiment beaucoup trop. On est déjà très loin, mais bon. Ça dure déjà longtemps, ce truc. Non, en fait, oui, j'ai dit très brièvement la dernière fois que ça m'énervait que Tsello se dise carbone négatif. J'ai pas détaillé pourquoi. Alors, pour pas prendre 3 heures déjà, ce que déjà on peut renvoyer vers les conférences de Jean-Marc Jancovici qui explique très très bien pourquoi. Mais voilà déjà bon. Alors voilà. Mais donc là on parlait un petit peu aussi. Donc c'était pas le propos à l'époque. Là c'est peut-être pas plus le propos maintenant. Mais bon, que voulez-vous? Allons-y. C'est la fin de l'année. On se fait plaisir. C'est nos cadeaux. Ouais, mais là le problème c'est que Peter Molineux, il a dit un truc qui m'a énervé parce qu'il croit qu'on va lui pardonner d'utiliser Ethereum et donc de cramer des gigawatts inutilement pour son jeu moisi en plantant un arbre pour chaque achat sur son site. Et donc ça m'énerve. Et plus généralement, je veux dire pas juste pour Tsello et Molineux, ça m'énerve parce que les appellations carbone neutre et carbone négatif sont de plus en plus fréquentes, qu'elles donnent bonne conscience, qu'elles donnent l'impression qu'on peut consommer comme avant et que tout va bien, alors que non. Parce que non, ce colis que t'as reçu avec marqué dessus carbone neutre, ça m'arrive régulièrement, il est arrivé comment? Par cigogne? Par téléportation façon Harry Potter? Ben non, il est arrivé par camion diesel, comme d'hab. Et par tanker du bout du monde, comme d'hab.
Je vais me faire l'avocat du diable, et je sais que j'ai tort, et je sais pourquoi, mais je me fais la répartie. Oui, mais Guillaume, il suffit de planter des arbres à la hauteur du carbone que j'ai pu émettre dans l'atmosphère, enfin. Ben, c'est bien entendu. Ton colis, ton colis, est-ce qu'il a rien coûté à la planète? Si, il a coûté exactement pareil qu'avant, hein, avant le logo. Parce qu'on peut pas vraiment faire autrement. Donc la plupart des trucs qui ont l'air polluants et qui se disent carbone neutre le sont parce qu'ils achètent des crédits carbone. Donc ça date du protocole de Kyoto en 97. Donc on a un peu de recul maintenant, hein, 1997, vous vous souvenez? Bon, juste avant la Coupe du Monde. Eh ben j'ai un scoop, la quantité de carbone dans l'atmosphère, elle baisse pas, elle se stabilise pas, et elle augmente bien comme il faut. Alors du reste, le système de crédit carbone, ça a marché avec une bourse, un cours, il y a même de la spéculation, c'est n'importe quoi, à tel point que même le pape François s'en était mis en 2015. C'est-à-dire si le pape, quand même, ça s'y met. Donc en quoi ça consiste? En gros, on quantifie au doigt mouillé combien de boîtes a le droit d'émettre de tonnes de carbone, et si elle produit plus, elle doit payer, acheter du crédit. Bon, ces crédits, ils devaient servir à construire des infrastructures renouvelables dans les pays en voie de développement, principalement, donc des centrales solaires, des trucs hydroélectriques, etc. C'est le programme CDM, Clean Development Mechanism, qui a eu son lot d'arnaques, de scandales, et qui en 2016 a été jugé globalement inefficace, hein, dans un rapport de la Commission européenne. Un an après qu'un autre programme qui s'appelait Mise en œuvre conjointe ait été jugé aussi presque inefficace par le Stockholm Environment Institute. Et donc en 2007, on s'orientait vers les arbres. Parce que, tout le monde aime les arbres. T'as complètement raison, je veux dire, un arbre c'est un puits de carbone. Même au-delà de sa vie, hein, d'ailleurs, hein, s'il est utilisé en bois de construction ensuite. Bon, jusqu'à ce qu'il crame, évidemment, ou bien qu'il meure. Donc, mais bon, un arbre peut être intéressant s'il vit 100 ans ou plus, bon voilà, c'est quand même puits de carbone pendant 100 ans. Mais ça, c'est quand même déjà assez compliqué à garantir, à contrôler, etc. Mais bon, il y a un truc qui s'appelle le RED, avec 2D, c'est Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, qui a pour but de faire entrer les forêts sur le marché du carbone. Alors bien souvent, une entreprise se décarbone en achetant des crédits qui sont censés dissuader des gens à l'autre bout du monde de couper des arbres. Donc on plante même pas en fait souvent, hein. On évite qu'un arbre qui aurait été coupé ne le soit. Enfin dans l'idéal, parce qu'en fait le RED est confronté à un grand nombre de problèmes. Alors si vous voulez le détail, je vous renvoie à un long article de Lisa Song dans ProPublica, qui date de 2019, bon mais c'est quand même assez récent, hein. Il détaille bien tout, il s'appuie sur des images satellites, des témoignages de gens en particulier du Brésil, puisqu'elle est allée à Acre faire son truc, faire son interview, son reportage. Alors pour vous la faire courte, on délimite des grandes zones de forêt à protéger, puis on paye des gens sur place pour pas couper. Donc problème numéro 1, on contrôle très peu, voire pas du tout. Problème numéro 2, un pays peut préserver les zones concernées mais déforester ailleurs, on appelle ce problème le leaking. Problème 3, on peut éclaircir les forêts sans que ça se voit trop et faire l'air de rien, et continuer de vendre des crédits carbone. C'est difficile à repérer par satellite, hein, mais une forêt peut perdre à peu près la moitié de ses arbres sans que ça se voit des masses. Problème 4, peut-être le plus gros, on file du fric, mais sans aucun véritable plan alternatif pour les populations locales. Donc on leur file du pognon, souvent pas énormément, on leur dit de pas couper les arbres, mais du coup, qu'est-ce qu'ils font à la place ? Ben souvent tout le monde s'en fout. On leur envoie des fois quelques graines qui poussent pas sur leur sol, on leur dit d'élever du poisson qui suffit à peine à les nourrir. Et donc à un moment, ils en ont marre, donc ils coupent tout, ils mettent des bœufs parce que l'élevage, c'est le seul truc qui rapporte. Donc, problème 5, je vais m'arrêter là, rassurez-vous. Hein. Les gens mentent. Et oui, Lisa montre l'exemple de 13 forêts au Cambodge qui ont toutes, images satellites à l'appui, été ratiboisées de manière sauvage entre 2007 et 2018, parfois totalement. Bon, enfin, allez lire le truc si ça vous intéresse, vous comprendrez facilement pourquoi je me méfie énormément des annonces carbone neutre, voire carbone négative, qu'on voit beaucoup trop souvent un petit peu partout. Croyez pas qu'on casse rien, c'est faux. On casse, comme avant, et on envoie quelques dollars des gens au bout du monde pour réparer, et en général, ils n'y arrivent pas. Oui, je pense que c'est surtout un crédit pour gagner du temps pour pas mal d'entreprises et d'entités dans le monde. Et on est tous acteurs collectifs de cette situation, hein, quelque part. Je pense qu'on peut tous se mettre dans le panier. Vraiment, encore une fois, moi, cette année, un déclic que j'ai eu, j'insiste sur le sujet parce que j'ai été le premier à critiquer la forme, non pas le fond. Je suis pas suffisamment calé pour critiquer le fond, mais la forme de ces prises de parole, c'est Jean-Marc Jancovici. Vous en trouverez des tonnes, hein, de ces interventions. Et ce qui est assez génial, c'est que au fil des années, parce que ça fait déjà un moment qui fait des interventions, c'est une personne qui est plutôt experte sur la partie énergétique et évidemment qui est très alarmiste sur la direction dans laquelle on va à l'échelle de la planète et du réchauffement climatique, de l'émission
dioxyde de carbone, etc. Et en fait, moi, je critiquais beaucoup la forme parce que je le trouvais vraiment hyper négatif, à apporter finalement aucune solution. Et vraiment, tu ressors de ces prises de parole comme étant... t'as l'impression que tu t'es fait gifler comme un adolescent impertinent, tu sais. Et finalement, je pense que cette année, j'ai accepté le fait que j'étais un adolescent impertinent et j'ai accepté de me faire gifler. Et j'ai eu beaucoup Tu as pris goût, hein. J'ai pris, alors je sais pas si j'ai pris goût, mais ça m'a fait du bien et j'ai tendu un petit peu l'autre joue en allant regarder d'autres conférences. Donc vous pouvez aller voir toutes les prises de parole de Jean-Marc Jancovici, n'importe laquelle, une récente. Alors il faut que vous ayez un petit peu de temps devant vous, hein, 1 heure et demie. Mais je vous assure que vous en sortiez grandi et vous comprenez mieux tous ces enjeux et vous voyez très bien à quel point carbone neutre et encore plus carbone négatif, c'est impossible. Ou alors il faut que l'entreprise arrête purement et simplement de fonctionner et encore c'est même pas suffisant. Mais bon. Où est-ce qu'on en est? On a beaucoup dérivé. Cryptarnac, Guillaume, on va terminer cette rubrique en beauté, j'ai l'impression. Ouais, cette année, on a parlé beaucoup de crypto-braquage. Voilà, il y avait de quoi, hein, c'était sensationnel quand même. On a eu, il y en a eu beaucoup, dont 20 de plus de 10 millions de dollars et 6 de plus de 100 millions de dollars. T'avais déjà listé des records, hein, dans le dernier épisode. Pour donner un ordre d'idée, un braquage dans une vraie banque, ça rapporte en moyenne 5 000 dollars. C'est selon les stats du FBI. Ah ouais? Pas plus, c'est marrant. Okay. Tu vois pourquoi tu t'emmerdes avec des cagoules. Je te le demande. Quand même. Mais bon, il y a pas que ça en plus, il y a pas que les crypto-braquages, il y a aussi les arnaques, tout simplement. Donc le principe est simple, on annonce à tout le monde qu'on a trouvé une nouvelle crypto super trop révolutionnaire, qu'on lance tout ça et que ce sera la clé du Web 4. On donne la chance à ceux qui ont du flair, hein, de faire partie de l'aventure en investissant une somme la plus grosse possible, mais de façon qui sera modique au regard des fortunes que tu vas avoir dans un futur, qui n'arrivera jamais puisque les gonzes sont partis avec la caisse une semaine plus tard. Bon, ça paraît basique, mais combien de pognon a été volé cette année de cette manière ? Et Chain Analysis, c'est la somme 2021. Ouais, je sais que t'as déjà lu la news, je peux pas jouer au juste prix avec toi, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, c'est du 8 milliards. Eh oui, c'est cumulé, c'est 8 milliards de dollars quand même pour 3300 arnaques, hein, ce qui dure en moyenne de 70 jours. Alors le plus beau, c'est que c'est moins qu'en 2019 où c'était 10 milliards. Donc si vous avez le crypto-investissement facile, hein, sachez qu'il existe un site qui s'appelle Token Sniffer et qui recense les tokens et les NFT suspects. Et il en recense 66 830. Oui, d'accord, c'est par milliers. Les derniers listés sont The Witcher Coin. Oui, parce que la série est revenue sur Netflix. Avec la saison 2. Série très cool au passage, très bordélique au niveau géographique, mais très cool. Ou alors, je continue dans ta parenthèse parce que j'ai à peine commencé. Je trouve vraiment que c'est cheap, hein. Franchement, les costumes, etc. sont assez... Bon, pardon, on en reparlera. Mais moi, j'aime beaucoup le jeu. Enfin, toi aussi, j'aime bien l'univers. C'est trop parti pris. C'est sans doute ça. Mais bon, enfin voilà, donc il y a The Witcher Coin, il y a The QWERTY Token, il y a The Zombie Shiba Inu, le Santa Inu, avec un petit bonnet, eh oui, le WAM, le Elon Tax, le Baby Goku et le Harry Potter, tout ça est véridique. Donc prudence, puisqu'on parle de prudence d'ailleurs, on va finir avec le FSOC, le Financial Stability Oversight Council, donc c'est une division du Trésor américain, qui a publié un rapport qui liste les risques systémiques pour l'économie mondiale. Et ce qui est rigolo, c'est que dedans, il y a 2 gros sujets de nos news à nous Tech Café. En gros, les mêmes stocks à la GameStop et les stablecoins. Donc ils sont inquiets des applis de trading zéro commission qui font fluctuer les titres au hasard, hein, et sur ces fameuses crypto stables aussi. Enfin, réputées stables, et qui donnent confiance et qui donc commencent à s'infiltrer un petit peu dans des produits plus grand public. Or, si ces stablecoins ne sont pas aussi solides qu'elles le prétendent, il y a des précédents d'ailleurs, hein, là-dessus, leur chute pourrait entraîner celle d'autres actifs et provoquer un effet domino, donc une contagion à d'autres secteurs économiques. Donc le Trésor est inquiet. Alors Kickstarter, non, hein, il semble droit dans ses bottes, mais le Trésor est inquiet. J'ai bien envie d'essayer de créer la prochaine crypto de 2022, Guillaume, je sais pas, je réfléchissais. J'espère que j'aurais pas le Café Coin. Le Café Coin, si ça serait... ça doit être pris déjà, peut-être. Je craignais que quelqu'un ait créé le Zemmour Coin, mais j'espère qu'il n'aura pas cette idée. Après ce soir, oui, il va y en avoir, t'inquiète pas. Bon, très bien. Vous nous tenez au courant, hein, on sera les premiers à participer, évidemment, vous imaginez bien. Allez, on termine avec Kickstarter qui persiste dans sa volonté de décentraliser sa solution. On se demande encore pourquoi, et visiblement, on n'est pas les seuls, Guillaume. On en parlait dans le dernier épisode, Kickstarter veut passer sur une blockchain, dont celle de Celo, ça n'a pas été très bien accueilli, c'est un euphémisme, quand vous demanderiez. La communauté Kickstarter le vit très mal, et la boîte lui répond, lui disant, en substance, on va le faire, ça va être super, mais vous avez encore rien compris. On va vous faire une FAQ, c'est génial. Voilà, une réponse décevante quand même, hein, puisqu'il semble un peu sourdingue. Il n'y a pas d'infos, il n'y a pas beaucoup de réponses aux questions, et il y a beaucoup de créateurs qui se sentent piégés, en fait, forcés de mettre les pieds là où ni eux, ni leurs futurs clients d'ailleurs, n'ont envie d'aller.
Mais Kickstarter s'en fout un peu, tu comprends, le Web3, c'est le futur, alors vous comprenez pas encore, mais nous on est des putains de visionnaires, et heureusement pour vous, on va vous y amener, vous, dans le futur, malgré vous, voilà. Donc ça fait toujours plaisir. S'ils continuent comme ça, leur attitude fera plaisir aussi aux concurrents de Kickstarter, qui vont s'empresser de pas du tout faire pareil et d'accueillir tous les réfugiés à bras ouverts. Bon, c'est peut-être pas si grave finalement, ça fait un moment qu'il y a des controverses autour des Kickstarter. Déjà en 2015, il y avait le Huffington Post qui avait fait tout un gros article dessus. Bah après, si ça peut promouvoir d'autres acteurs finalement. C'est quel acteur qui a l'air d'être très prisé pour les jeux de société, enfin les jeux d'ailleurs en général. Il y en a un alternatif qui était cité dans l'article qui me paraissait assez cool en fait, qui était une alternative plutôt intéressante pour le financement participatif de jeux. C'est pas grave, on le retrouvera plus tard. Justement, on parle de jeux, on va passer aux jeux vidéo, mais quand même encore un petit peu parler forcément de Web3, des NFT, parce qu'on a le jeu Stalker 2 qui, eux, ont décidé de revenir en arrière et annulent les NFT, Guillaume. Bah oui, JSC Game World, qui sont les créateurs de Stalker 2, avaient voulu intégrer des NFT dans leur futur jeu, et ils se sont aussi pris une volée de bois vert. Tiens donc. Les retours ont été très majoritairement négatifs. Bon, du reste, encore une fois, et comme pour les digits d'Ubisoft, les cartes à collectionner ou les autres items, voilà, qu'ils avaient voulu faire avec des NFT, mais ils n'ont pas du tout besoin de NFT pour exister. Bon, voilà. GSC a précipitamment viré tout ce qui était lié aux NFT de son site. Donc les NFT sont devenus radioactifs. Chez GSC, ils sont repartis dans la zone directe. Bon, perso, je trouve ça tout à fait normal en fait, parce que je vois pas trop l'intérêt, mais pourtant, c'est une réaction qui est pas du tout celle d'Ubisoft. Alors les retours sont pas plus positifs, c'est que la vidéo YouTube où ils ont annoncé leur Digit là et leur plateforme Quartz, elle croule sous les commentaires incendiaires, puisqu'elle a que 1600 j'aime, pour plus de 215 000 vues, pour plus de 42 000 j'aime pas. Et oui, j'ai l'extension Firefox et YouTube Dislike, donc je les vois. Malin. Donc je vous rassure, si vous pensez qu'Ubisoft a vraiment aucune idée de ce qu'il est en train de faire, je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de développeurs de la boîte. Donc, oui, c'est génial. Ils disent, mais pourquoi vous faites ça, les mecs? En particulier, quel problème exactement vont résoudre les NFT, et voilà, est-ce qu'on va les forcer à passer toutes les métadatas de leur DLC sur une blockchain en plus? Bon, là, il se pose beaucoup de questions. Le syndicat français de la branche parisienne d'Ubisoft, qui s'appelle Solidaire Informatique, a été très clair, d'ailleurs, sur son opinion sur le sujet. Ça sert à rien, c'est malsain, en résumé, c'est du caca. Bon, ça n'a pas empêché Yves Guillemot de promouvoir le concept vis-à-vis des équipes en vidéo, d'une manière assez chelou, finalement, parce qu'il s'est cru obligé de placer, Métavers et Web3, bien entendu, à tout bout de champ, sans jamais détailler quoi que ce soit vraiment concret, finalement. Et il a comparé les NFT aux microtransactions, aux lootbox, qui ont en un temps fait beaucoup réagir, qui sont devenus un peu normaux aujourd'hui. Donc voilà, tu compares ça aux lootbox, parce que les lootbox c'est génial, c'est ce que les joueurs kiffent le plus. C'est pareil pour les microtransactions à gogo d'ailleurs, on adore ça, ça donne envie. Donc comparer les NFT à quelque chose que les gens aiment pas trop, mais qu'ils tolèrent parce qu'on leur force de tolérer, c'est peut-être finalement très juste. De toute façon, ces digits sont une catastrophe annoncée, puisque je vous l'annonce, virtuellement personne ne va les acheter, parce que les joueurs de Ghost Recon n'en ont rien à foutre des NFT. Or, il faut jouer au jeu pour les acheter. Et les fans de NFT, c'est clair qu'ils s'en foutent de Ghost Recon. Il y a millions d'autres trucs à acheter beaucoup plus facilement, donc je vois pas comment ça pourrait éviter l'échec. Voilà. Après, il y a des mots à la mode, donc il faut les placer. À tout prix. Je reprécise on parlait de Kickstarter, c'est GameFund qui est une plateforme de financement participatif pour les jeux. On parle maintenant un petit peu de Microsoft. Alors c'est un comble, Guillaume, c'est probablement peut-être un des combles de cette année. On le sait, les consoles nouvelle génération sont peu nombreuses. Je sais pas s'il y en aura beaucoup au pied du sapin cette année. Des Xbox Series X et Series X n'échappent pas à la règle, bien entendu, mais ça compte, même Microsoft n'arrive pas à s'équiper pour ses propres événements, c'est incroyable. Ouais, c'est assez incroyable, mais bon, vous trouvez pas de Xbox Series X, Microsoft non plus. Ils sont bien emmerdés parce qu'ils organisent un tournoi de Halo, donc le Halo Championship Series, c'est un gros truc avec 250 000 $ de prix quand même. Donc c'est un vrai truc d'e-sport. Et ils sont tellement en rate de consoles qu'ils sont obligés d'utiliser des dev kits, des kits de développement, donc des consoles modifiées pour les programmeurs qui placent en mode, qu'ils utilisent pour jouer. Alors évidemment, ça change rien au niveau de l'expérience du jeu, mais ce sont pas des vraies consoles, ce sont pas des consoles que tu trouves dans le commerce, Ils sont obligés d'utiliser leur dev kit. Et d'ailleurs, c'est clairement à cause de la pénurie de composants, ils en ont très peu, ils vendent au maximum celles qu'ils ont, donc eux, ils ont des dev kits.
Et ça représente combien de machines? Parce que je t'avoue que parmi toutes l'éventail des news, celles sur lesquelles j'ai porté le plus de scepticisme, c'est peut-être celle-ci. Je me suis demandé dans quelle mesure est-ce qu'ils seraient pas suffisamment malins pour amplifier l'image de l'indisponibilité de leurs produits en exagérant. Mais c'est mon regard de complotiste. Hein. Bon, c'est quelques dizaines. J'arrive pas à me rendre compte, tu vois, Microsoft qui arrive pas à s'équiper de quelques dizaines de consoles Series X, ça me paraît tellement invraisemblable. Soit c'est vraiment la grosse pénurie, soit c'est un gros problème logistique et de planification. Mais je pense il y a Jean-Michel qui a organisé l'événement, qui a oublié de commander les consoles, quoi. Ouais, ou les commander suffisamment à l'avance, parce que déjà, il faut y arriver, quoi. Mais bon, la pénurie est réelle, hein, parce qu'elle provoque des vrais gros manques à gagner. Par exemple, Square Enix, qui est donc, qui devrait être très content pour Final Fantasy XIV, puisqu'ils ont sorti une nouvelle extension et tout le monde veut y jouer. Le problème, c'est qu'ils ont plus de place sur leurs serveurs, quoi. Les serveurs sont saturés, et donc, normalement, quand c'est comme ça, quand ça marche très bien, tu rachètes de nouveaux serveurs, tu te procures de nouveaux serveurs. Et là, ils peuvent pas. Ils peuvent tellement pas avoir de nouveaux serveurs qu'ils ont été obligés d'améliorer, d'upgrader ce qu'ils avaient. Donc ils ont probablement, rajouté de la RAM, ce genre de truc. Ensuite, ils ont revu leur code, ils l'ont optimisé pour augmenter le nombre de joueurs par serveur. Et maintenant qu'ils sont arrivés au bout de ça, comme ils trouvent toujours pas de machine, ils arrêtent de vendre le jeu. Je crois que c'est du jamais vu. Le MMORPG n'est plus en vente parce qu'ils ne veulent plus accueillir, parce qu'ils ne peuvent plus, tout simplement, accueillir de nouveaux joueurs. C'est quand même, c'est un truc, à mon avis, moi, j'avais jamais vu un truc comme ça, quoi. Et c'est financièrement particulièrement inquiétant pour la rentabilité de ce jeu, forcément. C'est très dommage pour eux, oui. Eh ben, on leur souhaite bien du courage. Les temps sont vraiment difficiles pour tout le monde, j'ai l'impression. Nous, on va clôturer cet épisode particulièrement conséquent et savoureux de cette fin d'année de Tech Café, cet épisode hebdomadaire. Bien entendu, vous restez abonnés au flux du podcast, parce que vous l'avez vu le week-end dernier, il y a eu un épisode avec Arnaud, qui est étudiant à 42 Lyon, qui a parlé un petit peu de son immersion, de la piscine, etc. Donc merci beaucoup à lui d'avoir partagé son témoignage. Vous pouvez l'écouter, c'est l'épisode précédent dans le flux du podcast. Et puis vous aurez également ce week-end un nouvel épisode week-end de Tech Café qui vous est rajouté. C'est du contenu en plus qui est mis à votre disposition. On espère que ça va évidemment vous plaire. Je voulais vous rappeler, avant qu'on se quitte, que vous pouvez à tout moment retirer la pub du podcast et profiter du chapitrage des épisodes, tout simplement en allant sur patreon.com/techcafé. Vous soutenez Tech Café et vous bénéficiez d'un flux qui vous est dédié, qui est privé rien qu'à vous, et vous n'avez pas de pub. Et puis en plus, jusqu'au 31/12, dépêchez-vous, si jamais vous soutenez Tech Café, ça se rajoutera à une cagnotte de 30 € par soutien pour une association de votre choix. Et il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas forcément d'idée d'asso, et vous inquiétez pas, j'en propose moi. En attendant, on peut nous retrouver individuellement, je n'en doute pas une seule seconde. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi? Écoute, moi je pense qu'il faut qu'on vise la couverture du Time 2022. Oh punaise! Ok, très bien. Je retrousse mes manches et puis je vais contacter les relations presse du Times pour soumettre ta candidature. Merci ils ont déjà beaucoup. fait les duos, ils ont fait Kamala Harris, Joe Biden. Oh, alors ça là, serait pas mal. Guillaume et Guillaume, ça serait pas mal quand même. Je compte sur vous en tout cas pour partager cette initiative sur Twitter. On veut bien succéder à Elon Musk l'année prochaine en couverture. Je sais pas si on aura autant de choses à raconter sur nous, mais ce sera avec grand plaisir qu'on se prêtera à l'exercice de la photo au moins. Pour ma part, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et à peu près partout où il y a des choses qui apparaissent quand vous tapez Guillaume Vendée avec l'accent V-E-N-D-E. Merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve très très vite dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.